Je vous propose d'enchaîner tout de suite donc, avec d'autres connaissances concernant cette fois les chiroptères, donc les chauves-souris, et donc voir l'impact des ouvrages de transparence. On a vu à quel point ils pouvaient être nombreux, 842 sur tout le parcours de la ligne. Et donc pour ce faire, vous pouvez accueillir Pascal Tartari donc, du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et Ondine Filippi Colaccioni. Vous me dites si je prononce bien, c'est bien comme ça, c'est pas mal, parfait. De la Société d'échantillonnage et d'ingénierie scientifique, le SEIS. Très bien, merci. Effectivement, on va faire cette présentation à deux voix. Je vais vous présenter plutôt la partie technique et puis Ondine la partie statistique. Je voulais juste commencer pour vous dire que je suis le porte-parole de nombreux naturalistes et donc notamment de ceux qui ont travaillé à l'échelle des chauves-souris sur la ligne avec l'ensemble des organismes qui sont présentés ici. Donc, au niveau de l'ordre, du sommaire, on voulait juste rebalayer la notion de transparence, vous présenter l'objectif du suivi, et puis vous présenter effectivement le protocole, les analyses et les résultats qui ont été produits et les bilans et perspectives dans les prochaines années de ce suivi. Alors, la notion de transparence, donc on considère que la transparence, en gros, il y a trois grands schémas. Le premier schéma, c'est la transparence par hop-over, c'est-à-dire un ouvrage qui est construit au-dessus de la ligne. Voilà. Les ouvrages qui passent en dessous, donc notamment les ouvrages hydrauliques. Et puis la transparence naturelle de la ligne, enfin en tout cas la supposée, des chauves-souris qui pourraient passer sans ouvrage installé. Et donc dans ce suivi-là, on a ciblé plutôt la notion 2, puisqu'à l'époque, pour des raisons techniques, c'était beaucoup plus facile de faire ce suivi-là. Et vous verrez que ça a une incidence notamment sur les perspectives qu'on peut avoir dans l'avenir. Ensuite, au niveau de l'objectif, donc il y avait quatre grands objectifs. Évaluer l'efficacité des ouvrages sous voirie, donc ce qu'on vient de voir sur le schéma 2. Distinguer les différences de fonctionnalité entre les ouvrages. Identifier les variations en fonction du contexte, donc qu'ils soient écologiques, de typologie d'habitat, ainsi de suite. Et faire un retour d'expérience pour les futurs ouvrages, enfin les futurs travaux, notamment de lignes LGV. Donc, au niveau de la méthode, on a utilisé en fait des enregistreurs passifs à ultrasons composés au centre des ouvrages avec donc des micros qui enregistrent en fait sur trois périodes de l'année sur 2 jours consécutifs, donc en mai pour tout ce qui est transit printanier, en juillet lors de l'élevage des jeunes et puis en septembre pour le transit automnal. Ce dispositif-là permet d'extraire deux indicateurs, la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui utilisent les ouvrages, et puis l'activité, c'est-à-dire le nombre de passages de chauves-souris dans l'ouvrage. Et ça a été mis en place dès l'année 2015 pour 2 années en phase chantier, plus 1 année en phase de test de la ligne, et ensuite les 2 années suivantes en phase de commercialisation. Donc, au niveau de l'analyse acoustique, voilà ce que ça sort. Donc, en fait, ce sont des sonogrammes. À chaque barre de couleur, en fait, c'est un cri. Et donc, ces cris-là sont analysés automatiquement sous un logiciel de statistiques. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 20 000 sons par ouvrage hydraulique et par an qui sont captés par les enregistreurs. Donc effectivement, on passe par un moyen
balayer l'ensemble des sons assez rapidement pour éviter que ça prenne beaucoup de temps. Et ensuite, en fonction des résultats de cette analyse de statistiques, on vérifie uniquement les espèces qui posent problème ou les espèces qu'on pense ne pas être présentes sur le site pour vérifier effectivement s'il y a une erreur d'identification. Donc, dans le cadre de ce suivi-là, il y a eu 21 ouvrages hydrauliques qui ont été suivis sur les 6 départements entre l'ancienne région Centre et l'ancienne région Aquitaine. Essentiellement, pour la plupart, positionnés dans des zones où on savait qu'il y avait des enjeux pour les chauves-souris, notamment extraits de l'étude d'impact de la ligne. Et ça représente en fait cette répartition-là. Donc il y a une buse de suivi, 7 ponts cadres, 6 voûtes, 6 dallos et un portique. Et pour les analyses statistiques, on a été obligé de regrouper en fait notamment la buse avec la buse et le portique avec d'autres typologies d'ouvrages pour permettre les analyses et pas créer de biais. On a aussi relevé l'ensemble des variables environnementales. Donc là, c'est les variables notamment liées à la météo, donc la température, le vent, la pluie, mais aussi tout ce qui concerne les phases de la Lune, coucher et lever et coucher de la Lune, puisque ça a une influence sur l'activité des chauves-souris. Ensuite, on a analysé tout ce qui était les habitats autour des ouvrages hydrauliques. Pareil, puisqu'on verra que ça peut avoir une influence sur l'activité des chiroptères. Voilà, je passe la parole à Andine. Merci. Donc, on avait un certain nombre de questionnements. Donc moi, je me suis chargée de l'analyse statistique sur ce projet-là, donc depuis 2015. Donc chaque année, on refaisait les analyses et du coup, on listait à peu près les mêmes questionnements. Donc le premier étant, donc l'activité chiroptérologique est-elle différente selon les types d'ouvrages, selon aussi les dimensions des ouvrages. Le nombre d'espèces traversant les ouvrages varie-t-il en fonction du type d'ouvrage, en fonction des dimensions. Et les rhinolophidés, donc qui est une famille bien spécifique au sein des chauves-souris, ce sont les espèces les plus à risque, on va dire, quant aux ruptures de continuité écologique. Et donc, compte tenu de leur faible portée de radar, en fait, donc les chauves-souris se déplacent avec les émissions ultrasonores, celles-là, en fait, c'est comme si elles voyaient à 5 mètres, quoi. Donc, du coup, elles sont peut-être un peu plus sensibles. Donc, on a focalisé un petit peu un questionnement sur elles. Enfin, donc, alors c'est pas du tout au même niveau, mais comme l'a dit Pascal, j'étais obligée de coupler Buse, qui est au nombre de 1 dans le nombre d'ouvrages, avec Dallo. Ils ont à peu près les mêmes dimensions, donc du coup, c'était pas trop gênant de faire ce couplage quand on voulait tester l'effet ouvrage. Donc, pour ça, on a fait des modèles. Donc, alors on a 2 choix. Quand on travaille sur la biodiversité en nature, en gros, soit on arrive à faire et c'est malheureusement jamais le cas, soit on arrive à faire des protocoles vraiment super carrés avec des témoins dans le même cadre environnemental, aux mêmes périodes, etc. Et du coup, on a peu de variabilité sur les êtres vivants. Soit, en gros, on a comme nous une grande échelle géographique avec plein d'habitats différents, plein de variables qui vont faire que les variables qu'on va tester, comme l'activité des chauves-souris ou la richesse spécifique, peuvent varier du fait non pas des ouvrages mais d'autres variables écologiques. Donc du coup on est obligé de faire un appel aux statistiques. Pour ça, donc on s'est embêté à prendre 3 tonnes de variables qui pouvaient jouer sur l'activité et la diversité, qui étaient, comme l'a dit Pascal, la température, le vent, la pluie, la visibilité de la Lune, etc. Donc tout ça on l'a mis dans le même modèle et on a testé les variables qui sont en rouge et qui ici sont le type d'ouvrage, pour tester donc si elle passe plus ou moins dans tel ou tel type d'ouvrage, ou dans le modèle 2, l'année. À savoir que l'année était aussi la marque en fait de l'évolution de cette activité en fonction de la mise en service de la LGV, donc mise en service sous phase test en 2017. Donc on avait 2015, 2016, 2017, 2018 pour ces analyses-là. 2019 étant en cours. Donc les résultats.
Donc tout d'abord, quelque chose d'un peu descriptif. Donc on trouve que la pipistrelle commune, la pipistrelle de Cules et le murin de Bantan sont les espèces les plus contactées. Alors c'est rien d'extraordinaire puisque c'est les espèces à peu près les plus courantes, en tout cas pour les deux premières, dès qu'on fait des inventaires chauves-souris. Et ça n'a pas trop quelque chose d'extraordinaire non plus pour le murin de Bantan puisque c'est une espèce qui est très spécialisée sur les milieux aquatiques et il se trouve qu'il y a pas mal d'ouvrages qui passent sur des cours d'eau. L'oreillard roux et gris sont les moins contactés. Donc sur ces ouvrages, donc potentiellement, soit il n'y a pas de colonies proches, on n'a pas eu de bol sur tous les ouvrages qu'on a testés, soit c'est vraiment une espèce qui n'aimerait pas trop ça, quoi. Par rapport à la fonctionnalité différente selon les types d'ouvrages, on peut parler du grand murin, donc qui est une grande espèce qui fait des colonies de mise-bas en bâti dans ces zones-là. Et du coup, on a remarqué que dans un des ouvrages, on avait énormément d'activité sur un des ouvrages qui est une voûte en Touraine. Et du coup, on s'est dit, tiens, la colonie la plus proche qui est connue par les gens des associations de protection de la nature qui travaillent en Touraine, ils se sont dit, oui, c'est certainement la colonie, alors je ne sais plus, je crois que c'était un château de machin chose qui doit passer par cet ouvrage-là. Donc c'est assez intéressant parce qu'en général, les seules façons qu'on a de savoir où passent les bêtes et comment elles fonctionnent, c'est quand on fait du radiotrack, qu'il faut les équiper, les suivre, etc. Donc ça, c'était une info intéressante. Ensuite, encore descriptif, on peut visualiser, donc on a fait 3 périodes, comme vous a dit Pascal, on vous a fait le transit printanier, la mise bas et le transit automnal, qui est couplé à une période où les bêtes se regroupent pour se reproduire, et qui est une phase assez clé dans la biologie de l'espèce, puisque c'est là où il y a un gros mixage génétique. Donc, on voit par exemple qu'il y a les ouvrages en bas et il y a l'activité qui sont représentées par les histogrammes. Et quand on compare selon les différentes périodes, on voit qu'il y a des périodes qui sont où les ouvrages sont beaucoup plus fréquentés quand il s'agit d'une période de transit par rapport à une période de mise bas et vice-versa. Donc du coup, ça renseigne aussi sur l'utilisation locale dans les déplacements des chauves-souris. Ça, c'était rigolo aussi. Enfin, je ne sais pas si au final c'est rigolo, mais en gros, contrairement à 2015, 2016, 2017, ces 3 années où on avait le petit rhinolophe qui était le seul à passer dans les tout petits ouvrages comme les buses, en 2018, on a à la fois le petit rhinolophe, mais aussi, comme j'ai encadré, le grand rhinolophe et des oreillards. Le grand rhinolophe, si les gens qui connaissent l'espèce, c'est une chauve-souris qui a une bonne amplitude, un vol assez puissant et qu'on voit très très mal passer dans une buse. Donc ça amène à quelques questionnements sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc pour les résultats qui sont plutôt descriptifs mais statistiques, donc l'effet du type d'ouvrage sur l'activité chiroptérologique. Donc l'activité, c'est toujours la mesure enregistrée par les enregistreurs ultrasonores dont vous a parlé Pascal. Donc cette activité, elle était significativement différente entre les 3 types d'ouvrages étudiés, donc dallo, voûte et cadre. En gros, c'était ces 3 groupements, quel que soit l'effet des variables environnementales autres qu'on a testées. Donc ça, elles sont toutes listées dans la sortie du modèle qui est à droite, les petites étoiles voulant dire que ces variables-là sont significatives, mais encore une fois, la variable vraiment qui a été testée en tenant compte des autres, c'est la dernière, c'est le type d'ouvrage. Donc il y a 3 étoiles, on voit que c'est jackpot. Donc il y a eu un résultat similaire entre années, c'est-à-dire qu'il y a plus d'activité dans les voûtes que dans les cadres et les dallos. Donc en gros, la voûte, c'était un des plus gros ouvrages qu'on avait avec les portiques. Et donc il y avait plus d'activité dans ces types d'ouvrages-là que dans les petits. Ça a changé quelque chose là? Oui. Donc l'effet sur la richesse spécifique. Donc le nombre d'espèces enregistrées dans les ouvrages varie en fonction de leur nature, et ce, quelles que soient les variables environnementales prises en compte. Et puis, donc, un autre résultat qui était le même, quelle que soit l'année, c'est qu'il y avait plus d'espèces qui passaient dans les voûtes que dans les dallos, encore une fois. Donc, de type d'espèces. Enfin, donc avec le zoom sur le rhinolophidé, donc cette famille qui a une portée d'écolocation assez faible, et donc pour lesquelles les problématiques de rupture sont importantes. Donc l'activité en rhinolophidé variait en fonction du type d'ouvrage, et il y avait plus d'activité dans les voûtes que dans les dallos et les cadres, et il n'y avait pas de différence d'activité significative entre les cadres et les dallos. En gros, que ce soit cadre ou dallo, ça passe pareil, mais par contre, plus c'est gros quand même, mieux c'est pour cette famille. Il faut savoir que dans les rhinolophidés, on a toute taille. C'est les Dalton un peu. Hein. On a le petit rhinolophe, le rhinolophe furial et le grand rhinolophe. Donc ils n'ont pas vraiment la même écologie ni les mêmes capacités à passer dans des petits endroits.
Enfin, donc l'effet de la mise en service de la ligne, donc on pouvait aussi le tester maintenant qu'on avait une ampleur temporelle plus importante. Donc les résultats sur l'activité Chiro, c'était qu'elle était supérieure avant la mise en service par rapport à après, et ce, quelles que soient les variations des variables environnementales prises en compte, donc toujours un modèle complet. L'effet de l'interaction entre le type d'ouvrage et l'effet avant-après, mise en service, il était également significatif, ce qui signifiait que l'activité variait de façon différente en fonction de la mise en service de la ligne selon les types d'ouvrages. Donc ça, c'est assez intéressant de tester ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même effet de cette mise en service selon où on se situe et probablement selon comment est utilisé l'ouvrage. Enfin, les résultats sur la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces n'est pas différent après la mise en service par rapport à avant, et ce, quelles que soient les variations, encore une fois, des variables environnementales. À savoir que pour ces résultats, quelles que soient en général les variables qu'on veut tester quand on cherche à questionner les changements globaux, que ce soit l'urbanisation, l'homogénéisation du territoire, etc., l'abondance, qui est un petit peu ce qu'on cherche à avoir avec l'activité, même si elle est très, très clairement difficile à corréler, répond toujours mieux que la richesse, parce qu'on change plus facilement une abondance d'espèces de 1, 2, 3 à 10 que des richesses qui sont bordées. Voilà, on a 25 espèces en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, et du coup, c'est dur de faire une différence entre 23 et 25, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Donc, bilan et perspective. Donc, 2015 à 2018, il y a une vingtaine d'espèces qui ont été enregistrées dans les ouvrages, quand même. Donc, la quasi-totalité des chauves-souris de Nouvelle-Aquitaine. L'utilisation des ouvrages inférieurs, donc on a une utilisation de ces ouvrages inférieurs par une grande diversité d'espèces. Donc, dans la bibliographie, on avait quelques données, mais pas quelque chose d'aussi global, donc ça a quand même été assez surprenant. Pour une chauve-souris, on a quand même plutôt tendance à penser qu'elle passe dans le ciel, même si quand on est au ras du feuillage et tout ça, on les voit bien évoluer pas très haut. Les espèces forestières utilisent chaque année et dans des contextes différents sur les 3 périodes les ouvrages. Je fais un zoom sur les espèces forestières parce qu'elles sont difficiles à suivre, on ne connaît pas grand-chose sur elles. Donc, par exemple, le murin de Bechstein, qu'on retrouve très très souvent utilisant pendant toutes les périodes certains ouvrages. Et enfin, des ouvrages de petite taille peuvent être traversés par le petit rhinolophe, les oreillards et le murin de Natterer. Donc ça a été assez confirmé dans la bibliographie sur une étude anglaise. Enfin, plus d'espèces passent dans les cadres et les voûtes que dans les dallos. Donc ça, c'était un peu l'objet de l'étude qui visait à différencier les différents ouvrages. Donc oui, plus l'ouvrage est gros, plus ça passe. Après, de là à dire qu'on va changer un endroit où on peut faire une buse par une voûte, je ne pense pas que les ingénieurs se mettent à faire ce genre de choses, mais bon, en tout cas, ils le sauront. Alors enfin, la comparaison entre avant la mise en service, juillet 2017, et après, ça donne une activité totale donc en baisse après la mise en service de la ligne. L'activité en rhinolophidae, elle, augmente quand on prend la totalité de la famille, et la richesse spécifique, elle, ne variait pas. Voilà en gros ce que ça a donné. Donc, l'interaction aussi entre le type d'ouvrage et l'effet de la mise en service était significative, ce qu'elle voulait dire qu'elle n'avait pas le même impact selon le type d'ouvrage. Donc ça, je le répète, c'est quelque chose d'intéressant et à creuser. Et enfin, donc, ce que je voulais pointer du doigt là-dedans, c'est le résultat sur les rhinolophidae. Donc on ne va pas se réjouir, en gros, parce que le fait qu'un grand rhinolophe se mette à passer dans une buse, en gros, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et ça peut vouloir dire que la bête en fait, va se retrouver dans un contexte sous-optimal de l'utilisation de son territoire et peut être contrainte finalement à passer dans ces environnements-là. Voilà, une bête sauvage, elle a besoin d'aller disperser, d'aller bouger. Et il y a des fois où, du coup, je ne sais pas, elle s'est rendue compte évolutivement, là, dans les dernières années, qu'il y avait une contrainte à passer sur cette ligne, et du coup, elle a pu se mettre à passer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de continuer le suivi, à mon sens, et au sens, je pense, des associations de protection de la nature, et de voir justement s'il y a évitement ou adaptation à cette nouvelle ligne qui passe sur leur territoire. Ça fait aussi une étude à long terme qui pourrait vraiment servir d'exemple sur les projets LGV qu'il y a en France. Et puis, il y a des études parallèles qui sont sur les hop-over et qui sont aussi menées dans le même contexte avec voir si ça passe plus avec un passage par-dessus la ligne qu'à côté, avec vraiment des protocoles vraiment bien élaborés pour tester ça.
Donc voilà, je pense qu'il y a des suites à mener sur ce projet. Merci. Eh bien, merci à vous pour cette présentation. Des questions dans la salle? Le sujet est technique, hein. Pas évident. Oui. Merci, Alain Véraud de Réal. J'ai une interrogation justement sur... J'aurais eu tendance à penser que plus le temps passait, plus les ouvrages inférieurs seraient fonctionnels parce que la végétalisation des abords allait s'améliorer. Parce qu'on avait eu une phase de cicatrisation, enfin il y a eu la phase chantier où les continuités écologiques, les raccordements vers ces passages n'étaient pas fonctionnels. Et donc là vous dites au contraire que avec la mise en service on a une dégradation de la fonctionnalité. Donc c'est un peu inquiétant. Alors, c'était pas aussi direct sur la dégradation. On avait juste une activité qui semblait inférieure à avant-après. Encore une fois, on est sur 4 ans. Donc, bon. Et puis, c'est pareil, 4 ans d'évolution sur de la végétation rase qui a été très épais pendant le chantier. Et sur les chauves-souris, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. En gros, soit elles vont aller chasser parce que du coup, le milieu s'est mis truffé d'insectes et que c'était des bonnes zones. Mais pour ce qui est d'un corridor, une chauve-souris, si elle doit passer au-dessus, on est plutôt dans la taille des arbres. On n'est pas dans des tailles de buissons, quoi. Donc, non, je n'aurais pas parié sur cette hypothèse. Mais encore une fois, à voir. David Becker. Oui, moi j'avais une question concernant la typologie des ouvrages. Donc, dans nos ouvrages, il y avait des ouvrages qui étaient annoncés comme fonctionnels pour les chiroptères et des ouvrages qui étaient annoncés comme non fonctionnels pour les chiroptères ou de capacité insuffisante pour l'être. Est-ce que vous avez distingué ce critère dans vos analyses ou pas du tout? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un ouvrage qui est fonctionnel pour un chiroptère, ni comment ça a été jugé à la base. Peut-être qu'il y a des gens dans l'assistance qui, du coup, étaient à la base dans les assauts de la typologie. Pour moi, à part des ouvrages conçus spécifiquement pour... Je ne vois aucun ouvrage voilà, sous la ligne qui peut être vraiment spécifiquement conçu pour les chauves-souris. Après qu'elles y passent dans un dallo ou dans un portique, beaucoup mieux, enfin, dans un portique ou une voûte, beaucoup plus facilement, parce qu'en plus on les voit, puis en plus elles vont s'y suspendre, elles y vivent même carrément, il y a des gîtes qui sont là-dessous, je ne dis pas le contraire. Mais oui, par rapport à une buse, c'est clair que ça doit passer mieux, quoi. Mais non, je n'aurais pas tenu compte dans les analyses. Alors, une toute petite dernière question, parce qu'on vient de me prévenir qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des trains à prendre, et ce n'est pas une blague. Et comme vous le savez, le train est toujours à l'heure, et en plus maintenant il va vite. Donc on va essayer d'aller aussi vite que lui. Oui, une petite question. La chauve-souris, a priori, vole la nuit uniquement. Est-ce que Comment? A priori. Voilà. Est-ce que vous avez fait une comparaison statistique entre, par exemple, l'hiver et l'été? En hiver, la nuit est plus longue, donc il y a une période plus longue d'obscurité avec passage des trains. Et puis au creux de la nuit, une période sans passage de train. Donc je pense qu'en été, la période sans passage de train, c'est quasiment la totalité de vos mesures. Mais est-ce qu'en hiver, vous avez tenu compte du fait que jusqu'à minuit, peut-être, il passe des trains et qu'après, il n'en passe plus jusqu'à 5 ou 6 heures du matin? Alors, si on avait voulu comparer, tester directement l'activité des trains, ça aurait été super d'avoir cette variable-là dans les modèles, effectivement, de pouvoir avoir la fréquence des trains sur les périodes testées, voir le temps effectif de passage du train ou quelque chose comme ça. J'avais pas cette variable, c'est vrai, on aurait pu la tester, à voir pour les prochaines fois. Oui, il peut y avoir une variation du coup été-hiver du fait de la durée de la nuit. La durée de la nuit est prise en compte dans les modèles via la durée en fait lunaire. Et puis c'était pris en compte avec la nébulosité. Enfin, oui, on sait que ça joue beaucoup sur l'activité des chiros, donc ça c'est pris en compte, mais non, on n'a pas l'activité des trains.